Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, vidéo debout, donc vous savez ce que ça veut dire koh Lanta. L'épisode 3 vient tout juste de se terminer, voilà. Ça faisait une semaine qu'il n'y avait pas eu, on avait une pause à cause du foot et là enfin on peut reprendre. Voilà, l'épisode comme il y a 2 semaines commence un peu de la même manière avec l'île des bannis, même si là on a quand même vu beaucoup plus de choses et qu'on est revenu un peu plus tard sur l'île des bannis, mais en soi c'était pas... Enfin on va dire que sur moi ce dont je parle dans mes vidéos, on va dire que c'était pas très très intéressant, c'était plus de la survie plus qu'autre chose, mais en même temps sur l'île des bannis, ils peuvent pas faire autre chose que de la survie, puisque leur but c'est juste de gagner des épreuves jusqu'à la réunification. Et là, une fois arrivé à la réunification, là, pour repartir sur de la stratégie. Mais on va dire que du coup, à part les épreuves, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en tant que, youtubeur, parce qu'en tant que spectateur, ça reste quand même intéressant. On a d'abord l'épreuve des bannis, qui est le fait, alors ils sont sur une structure qui balance en tenant en équilibre. Alors ça on a déjà vu ça plusieurs fois, je pense même plusieurs fois, et de mémoire il y avait une fois c'était en finale d'un parcours du combattant. Il y avait parcours du combattant masculin, féminin, les deux gagnants s'affrontaient sur une épreuve comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc là on a cette épreuve là. Du coup en fait ils ont des petits cubes de 2 couleurs différentes. Voilà, et en fait ils doivent poser un cube par exemple noir et puis dessus mettre un blanc, un noir, un blanc, et une fois qu'ils en ont accumulé 5, ils doivent tenir 3 secondes, faut que la colonne tienne 3 secondes. Voilà, une épreuve plutôt sympathique qui en plus met à peu près tout le monde au même niveau. Et quand on voit l'épreuve qu'il y aura la semaine prochaine, c'est pareil, c'est une épreuve qui met à peu près tout le monde au même niveau. Et je trouve ça pas mal, parce que s'il avait mis un truc de force ou quelque chose où il faut vraiment être physique de chez physique, ça mettrait directement Karima en avant, quoi. C'est comme si Alexandra était éliminée puis qu'ils mettaient un puzzle. Tu te dis c'est sûr, c'est fait pour que Alexandra reste. Que là ils font des épreuves, du moins dans celle qu'on avait aujourd'hui et celle qu'il y aura dans 2 semaines. Enfin pas dans 2 semaines, dans 1 semaine. On sait que c'est plutôt adapté pour que même quelqu'un entre guillemets de moins sportif puisse quand même avoir ses chances de victoire. Voilà, donc dans cette épreuve on a Hugo qui se qualifie le premier, assez étonné parce que quand on voit les images c'est celui qui peut-être galérait le plus avec Patrick. Voilà ce qu'ils ont absolument voulu montrer, comme il y avait les tensions entre Karima et Cindy quand Cindy est arrivée. Voilà, ils sont surtout concentrés sur les deux là, donc on voyait qu'elles avançaient bien et tout, mais Patrick et Hugo on voyait pas grand chose, puis d'un coup Hugo gagne l'épreuve, c'est assez étonnant. Et ensuite Cindy qui avait réussi à poser 3 trucs et en posant le 4e fait tout tomber, et du coup c'est Karima qui réussit à l'emporter. Et du coup, Hugo et Karima, qui étaient le premier arrivé sur l'île, restent sur l'île des bannis, tandis que Cindy et Patrick vont rentrer chez eux et sont officiellement les premiers vrais éliminés de koh Lanta. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, juste un peu déçu de Karima qu'elle n'ait pas accepté de discuter avec Cindy. Moi, je m'attendais à une discussion et tout. Et au final, elle n'a pas voulu discuter, elle n'a pas voulu se remettre en question, et ça, je trouve ça très décevant parce que Karima a vraiment ce comportement que des personnes comme Shanice l'année dernière, enfin pas l'année dernière, mais dernier koh Lanta, un peu ce genre-là, en mode voilà, moi je suis une warrior, c'est moi qui dois gagner, personne d'autre, machin. Et ça, non, déjà si tout le monde a été sélectionné, c'est que tout le monde survit un maximum de temps, c'est que tout le monde mérite de gagner, quoi. Et je dis ça également pour les spectateurs. Je veux dire, c'est pas parce qu'un entier vous l'aimez pas, qui arrive en finale, qu'il ne mérite pas. S'il est arrivé jusque là, c'est qu'il a eu le mental, le social et tout qu'il faut, peut-être même
ce qu'il faut sur les épreuves pour en arriver là. C'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un qu'il ne mérite pas d'être en finale. Au bout d'un moment, faut arrêter d'être con, quoi. Là, j'aurais aimé qu'elle se remette en question, même si on voit quand même qu'il n'y a pas tant de tension que ça, parce que quand du coup Cindy et Patrick doivent partir, du coup elle la prend quand même dans ses bras. Quand Cindy s'en va, elle lui dit oui, vas-y, tu dois être fier de toi pour ta fille, machin. Donc voilà, il y avait des tensions en termes de l'élimination. Voilà, mais je pense que le fait qu'elle ait gagné, que Cindy parte, pour elle c'est une sorte de victoire, entre guillemets, de vengeance, et du coup bah, ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure, on va dire. Ensuite, on est sur le camp des filles, on a Alexandra qui a un gros problème puisque les filles veulent créer une équipe que de filles. Voilà, qui on voit la semaine prochaine va sûrement être très bancale, va sûrement se passer des choses qui fait que finalement ça ne tiendra pas comme tous les ans. Vraiment, ils ont beau être là en mode ouais, moi j'ai fait 3 Koh-Lanta, moi j'ai fait 4 Koh-Lanta, patati patata, on dirait qu'ils ont absolument rien retenu de leurs aventures. Vraiment, quasiment jamais les équipes qui sont avant la réunification survivent pendant la réunification. C'est très 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 rare, voilà, qu'une équipe décime entièrement l'autre après. C'est déjà arrivé comme en 2006 avec François David et tout, où les jeunes avaient totalement décimé les anciens quelques jours avant la finale, ce qui fait qu'on avait une finale que entre jeunes, donc là il y avait vraiment toute une équipe de décimés. Mais des coups comme ça, c'est extrêmement rare sur les quasiment, je sais pas, on doit être à pas loin de 30 Koh-Lanta en comptant les saisons classiques et les All-Stars, on doit être pas loin de 30 Koh-Lanta. Et de mémoire, c'est arrivé qu'une fois. Alors c'est possible que ce soit arrivé d'autres fois, mais bon, en tout cas, ça doit être très 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 rare. Hein. Parce que je sais qu'il y avait eu un All-Star avec les sportifs contre les aventuriers, et là pareil, je crois que les aventuriers avaient éliminé tous les sportifs un peu avant la finale. Si je dis pas de bêtises, mais voilà, dans tous les cas, il y a quand même un taux très très faible d'une équipe avant la réunification qui survit en décimant l'autre. C'est extrêmement rare. Donc je me dis là, c'est quand même des gens, pour certains qui ont gagné Koh-Lanta, d'autres qui en ont fait 2 aventures, d'autres qui en ont fait 4, machin, et je me dis comment est-ce qu'ils peuvent ne pas comprendre comment ça fonctionne, enfin que une stratégie que tu fais aujourd'hui de groupe peut très bien se briser le lendemain pour un tout petit détail et tout. Donc vraiment, j'ai du mal à les comprendre parfois. Et du coup là ils veulent voilà que les femmes entre elles, même comme ils savent que ils disent si on est remixé ou je sais pas quoi. Du coup, ce qu'il faut, c'est quand même rester le plus soudé possible, aller le plus loin possible pour que, suite à réunification, il y ait plus de femmes, qu'elles éliminent tous les hommes et que les femmes gagnent Koh-Lanta. Voilà, sauf qu'il y a un problème dans cette stratégie, c'est Alexandra, puisque Alexandra, on sait très bien qu'elle ne peut pas voter contre Loïc. Voilà, comme Loïc ne peut pas voter contre Alexandra. Et comment dire et le truc c'est que Alexandra elle se sent obligée de suivre cette stratégie et je suis totalement d'accord avec elle puisque effectivement on connaît Koh-Lanta, si tu ne suis pas les stratégies des autres, c'est toi qui dégages. C'est aussi simple que ça, c'est soit tu suis le groupe, soit la prochaine un prochain conseil, c'est toi qui pars. Ça a toujours été comme ça et Alexandra a totalement raison de faire semblant de suivre leurs idées, de dire bon voilà on va faire comme vous dites et puis dès qu'elle a l'occasion hop voilà entre guillemets de trahir puisque de toute façon tout le monde sait très bien que elle votera jamais Loïc, même si les filles sont un peu entre guillemets, alors je comprends pourquoi elle parle comme ça Alexandra, mais en même temps c'est pas la bonne manière d'amener les choses, que ils disent oui mais si à un moment il y a une fille et Loïc qui sont en danger, contre qui tu votes? Bah bien sûr qu'elle va pas voter Loïc, déjà tout le monde le sait, mais c'est pas, je trouve pas que ce soit une bonne façon d'amener les choses. Enfin je sais pas, ils auraient dû parler d'autres garçons et ensuite dire bah tiens voilà, mais là maintenant si on arrive à Loïc, c'est direct ils ont mâché sur Loïc.
ce qui a braqué Alexandra, et comme ils savent très bien qu'Alexandra et Loïc sont très proches, bah, ça fout un peu la merde. Mais voilà. Ensuite, on a les équipes qui vont être constituées d'une manière assez particulière, puisque en fait, c'est à la fois une épreuve de confort et de composition des équipes, puisque en gros, Clémence et Loïc, qui ont gagné les immunités précédentes, vont récupérer les couleurs de leur équipe, donc jaune pour Clémence et rouge pour Loïc, et en fait, ils doivent faire un parcours, récupérer un flambeau au nom d'une fille, revenir, du coup cette fille-là doit ensuite partir, enfin c'est une sorte de relais, du coup la fille qui a été choisie doit doit partir, faire le parcours, récupérer un flambeau du nom d'un garçon, revenir, puis là le garçon, voilà, vous avez compris. Il n'y a que à la fin où forcément Loïc est obligé de prendre le flambeau, enfin pas Loïc, mais le dernier de son groupe doit prendre le flambeau d'une fille et d'autre côté le flambeau d'un garçon. Donc je vais vous dire un peu qui a pris les flambeaux de qui, et puis voilà, peut-être faire des petits commentaires de temps en temps. En premier chez les rouges, donc on a d'abord Loïc qui part, qui prend le flambeau d'Alexandra. Alors ça c'était attendu comme il n'y a pas. Franchement, s'il y a quelqu'un qui s'est dit mais de qui elle a pris le flambeau, franchement je ne comprends pas si quelqu'un puisse poser la question, quoi. Surtout qu'en plus, en gros, ils ont fait un gros plan pour montrer Alexandra, wow, le flambeau il a été pris. On doute bien que c'est pas Clémence qui a pris le flambeau d'Alexandra, quoi. Ensuite, Alexandra qui part, qui prend le flambeau de Théora. Alors ça, c'est assez logique aussi. Surtout qu'en face, c'est quand même un gros nom qui a été pris en même temps. Mais Théora, c'est vrai que c'est un choix très stratégique parce qu'on est quand même sur l'île dont il est originaire, enfin l'archipel dont il est originaire. Et du coup, sur tout ce qui touche à la survie, déjà qu'il est excellent de base, mais en plus sur ces terres, il a encore plus de choses à apporter que s'il était sur une autre région. Et du coup, le choix de Théora est assez logique. Ensuite, Théora choisit Alix. Alors là, j'ai été assez étonné, voilà, parce que Théora et Alix n'ont jamais fait de Koh-Lanta ensemble, puisque Alix est son tout premier All-Star. Voilà, donc honnêtement, assez étonné, mais bon, voilà, moi Alix, je l'aime plutôt bien, donc voilà, c'est pas dérangeant. Ensuite, Alix choisit Laurent. Alors là, ça m'a un peu fait chier parce que Laurent, moi je vous le dis, je l'aime pas. Enfin, j'aime pas l'aventurier, hein, la personne je la connais pas, donc voilà. Mais c'est vrai que le problème de Laurent, c'est que c'est vrai qu'il apporte de l'humour, de la bonne humeur, mais en même temps il fait très aventurier, enfin très candidat W9, énergie douce. Voilà, je trouve ça bien qu'il soit resté sur des Koh-Lanta quand même, voilà, il a quand même conseillé Koh-Lanta et tout, mais il a clairement le profil de quelqu'un qui peut clairement faire partie des Marseillais, du reste du monde et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec Laurent à l'écran, même si il va quand même nous faire de très belles performances dans les épreuves. Voilà. Ensuite, Laurent qui choisit Clémentine, alors... je sais pas pourquoi, mais je me suis un peu douté sur ce qui restait, que ça allait être Clémentine. Quand il est revenu, au moment où il a posé le flambeau, je sais pas quoi, je me suis dit tiens, Clémentine, et puis 2 secondes après il l'a dit, je me suis dit bon, je sais pas pourquoi, mais je voyais bien Clémentine dans cette équipe. Là, pareil, Laurent et Clémentine n'ont jamais fait d'aventure ensemble, donc c'était assez étonnant. Mais voilà, ça fait une bonne équipe. Ensuite, Clémentine part. Et de ce qu'on a pu voir, Clémentine avait l'air d'être partie pour prendre le flambeau de Sam, parce qu'elle arrive devant celui de Namadia, elle commence à repartir sur le côté, sauf que Candice prend celui de Sam, et du coup elle revient, prend celui de Namadia. Alors pourquoi Namadia, honnêtement, je ne sais même pas pourquoi, parce qu'il restait également celui de Phil, donc est-ce qu'elle n'a pas vu celui de Phil qui était peut-être plus loin, et du coup elle a dû se dire mince, il ne reste plus que celui de Namadia, ou est-ce que c'est vraiment un choix vraiment décisif de prendre Namadia, parce que c'est vrai que c'est quand même quelqu'un de posé, qui apporte quand même de la sagesse et tout ça sur le camp, donc est-ce que c'est pour ça ou non, parce que c'est vrai que en termes d'exploit, c'est peut-être celui qui a le moins beau CV, quoi. Il n'y a pas forcément de victoire dans des épreuves.
La seule chose qu'on lui met sur le dos, c'est le fait d'avoir utilisé un collier d'humilité au bon moment. Donc c'est vrai qu'il a le profil le moins étoffé, on va dire, du All-Star et surtout de ceux qui restent. Et ensuite Namadia il part et il récupère du coup le flambeau de Jade parce qu'il n'a pas le choix. Voilà, donc voilà, donc pour Namadia on ne saura jamais quel choix il aurait pu faire. Mais en tout cas, comme il ne restait plus que Jade comme fille, c'est Jade qui est choisie. C'est quand même assez étonnant pour une ancienne gagnante et ensuite finaliste d'être la dernière femme à rester en jeu. Ça m'a un peu étonné parce que Jade, premier Koh-Lanta, elle est gagnante avec Kevin. Ensuite, elle fait un All-Star, elle finit finaliste et perd contre Romuald. Après, de mémoire, elle n'a pas fait de All-Star entre deux, donc là c'est son troisième Koh-Lanta. Donc elle a fait un peu comme Claude, hein, c'est un peu la Claude féminine. Une victoire, enfin bon, sauf que Claude n'a pas de victoire, mais je veux dire, elle a accumulé quand même 2 finales, dont une qu'elle a gagnée. Et là, elle revient comme ça, et au final, personne l'a choisi, donc c'était assez étonnant. Ensuite, chez les jaunes, on a Clémence qui choisit Kumba en première. Donc ça, pareil, c'est pas étonnant. Peut-être que ceux qui connaissent à peine Koh-Lanta vont peut-être être étonnés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Clémence et Kumba ont fait leur toute première aventure ensemble en 2005. Toute l'aventure avec Mohamed, avec Francis et tout ça. Kumba, Mohamed et Clémence faisaient partie de la même alliance. Donc Clémence et Kumba se connaissent très très bien depuis 16 ans. Donc c'est pas étonnant. En plus, quand on voit que Kumba est quand même en termes de sport très très forte, du coup c'est pas étonnant que Clémence la choisisse à la fois parce qu'elle est très forte et parce que c'est une amie de longue date, quoi, grâce à leur premier Koh-Lanta. Ensuite, Kumba choisit Claude, pareil, pas étonné, parce que Claude, comme elle le dit elle-même, c'est l'aventurier le plus complet de Koh-Lanta, de toutes les saisons et tout. Et en plus, comme elle le dit, ils ont déjà fait une saison ensemble en 2012, donc il y a 9 ans. Et du coup, depuis ce Koh-Lanta là, ils sont très proches et tout, hors Koh-Lanta. Donc ça fait 9 ans quand même qu'ils sont potes et tout, même si elle dit j'hésiterai pas à l'éliminer, ça fait quand même 9 ans qu'ils sont potes et qu'elle sait très bien ce que vaut Claude. Donc préfère l'avoir dans son équipe. Claude choisit Christelle, donc Christelle, ancienne gagnante, ensuite défaite dans un Koh-Lanta. Et j'avoue que d'un côté j'ai été étonné, en même temps je me suis dit c'est pas étonnant non plus parce que Christelle est quelqu'un qui a une très très bonne vision du jeu, qui comprend très bien le jeu. Et du coup je me suis dit ouais, c'est pas si déconnant que ça qu'un stratège et tout comme Claude choisisse quelqu'un dans l'équipe qui a une très très bonne vision du jeu. Ensuite Christelle choisit Maxime. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi Maxime, surtout qu'à côté, ouais, si Alix a pris Laurent juste avant, c'est vrai qu'il ne reste plus que Namadia, Sam, Phil et Maxime. Et c'est vrai que des 4, là, Maxime, c'est vrai que ça a l'air d'être le choix le plus, entre guillemets, le plus intéressant en termes de sport. Maxime qui lui choisit Candice. Voilà, pas trop étonné vu que Maxime est pas quelqu'un qui aime trop la stratégie et qui aime bien, qui est vraiment là pour le sport et tout ça. Donc c'est vrai que quand on voit qu'il reste Clémentine, Candice et Jade, c'est vrai que Jade et Candice sont les plus logiques et Candice est plus jeune que Jade, donc le choix est assez logique. Ensuite, Candice choisit Sam. Donc, comme je disais sur Clémentine juste avant, il restait plus que Namadia, Sam et Phil. Et c'est vrai que sur les 3 là, en termes de sport, Sam est plus intéressant que les 2 autres. Et c'est vrai que Candice est également quelqu'un de plus sport que stratégie. Donc voilà. Et ensuite, Sam doit prendre le dernier, donc il restait plus que Phil en dernier garçon. Voilà, donc Phil qui est
l'un des plus anciens et tout, malgré qu'il va quand même montrer sur le parcours une bonne performance. Il aura été très très bon. Je pense que même sa performance va permettre la victoire de son équipe. Voilà, parce que en fait, une fois qu'ils ont fait tout ça, Jade et Phil, donc les deux derniers, doivent faire également le parcours pour récupérer une sorte d'amulette à couleur de leur équipe et la ramener sur le portefeu. Et ensuite, du coup, les équipes partent, font là le trajet, mais beaucoup plus long, pour allumer une vase et tout enflammé. Et du coup, les deux équipes partent et en fait les jaunes vont toujours rester devant, ce qui fait qu'en fait toute l'avance que les jaunes avaient de base, en plus celle que Phil va continuer de conserver sur le fait de choper l'amulette, fait que les jaunes vont tout le temps rester devant, même s'ils vont se retrouver un peu à égalité pour essayer de... ils ont une sorte de grosse boule à faire passer dans une encoche pour ensuite grimper et mettre le feu. Même si là ils vont se retrouver un peu à égalité, ça n'empêche que les jaunes grâce à Maxime, vont réussir quand même à bloquer la boule en premier. Ensuite Phil va grimper, il va mettre le feu au truc. Et du coup, les jaunes vont remporter le kit de pêche. Donc voilà. Ensuite, j'ai noté une phrase, mais il y en a eu au moins une dizaine, si ce n'est pas une quinzaine, voire une vingtaine dans l'épisode, de phrases très clichés qui sont horribles à écouter, qui ne sont pas toutes fausses. Il y en a certaines que je trouve quand même assez fausses, mais il y en a qui ne sont pas toutes. Mais là, par exemple, on a Jade qui lance qu'elle est étonnée de la propreté du camp des hommes parce qu'elle pensait que tout serait bordélique. Tu te dis, bah merci Jade de dire que les hommes sont bordéliques. Voilà, je peux très bien trouver des exemples, mais je connais des femmes qui sont 1000 fois plus bordéliques que certains hommes. Honnêtement, je connais des hommes très bordéliques, je suis moi-même un peu bordélique, voilà. Là encore ça va, ma chambre n'est pas trop en bordel, mais je connais des gens qui sont ultra bordéliques, et que ce soit des hommes ou des femmes, hein. Je peux vous dire que j'ai eu une coloc femme qui était ultra bordélique. Donc au bout d'un moment, les clichés comme ça, oui les hommes sont bordéliques, les femmes sont toutes bien carrées, tout est toujours bien rangé, bien organisé. Ben non, c'est pas... Je veux dire, ces choses-là, ce n'est pas une question de sexe, ça n'a rien à voir, c'est complètement débile de penser ça, quoi. Vraiment, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais... C'est une phrase, moi, qui m'a choqué, honnêtement. Pas dans le sens où c'est choquant qu'on dise ça, mais dans le sens où moi j'ai subi de la discrimination à partir de ça. Pour vous dire, des fois, quand j'arrivais à la fac, en début d'année, il fallait un logement. Et là, ça fait 7 ans que je suis à la fac. J'ai habité 2 ans en colocation, 2 ans entiers dans une chambre du Crous. Après, il y a une fois un master, j'ai fait qu'une demi-année parce que le master ne me plaisait pas. Ce qui fait que sur les 7 ans, il reste encore 2 ans. 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans, où je n'avais pas de logement au Crous, ni en colocation et tout. Et en fait, justement, le problème, c'est que j'allais demander, vous savez, vous avez... quand vous êtes étudiant, vous pouvez loger chez des personnes un peu plus vieilles ou des choses comme ça, où en gros vous payez un petit loyer, en échange vous faites du ménage ou des choses comme ça chez la personne. Et le truc c'est que à chaque fois quasiment j'ai été refusé parce que j'étais un garçon. Voilà, parce qu'on nous disait oui, de toute façon vous les garçons vous êtes plus bordéliques, les femmes sont plus organisées, donc on préfère ne pas avoir de garçons chez nous. Et du coup, ça m'a fait énormément chier d'entendre cette phrase-là de la part de Jade, pourtant que j'aime beaucoup, mais entendre cette phrase de sa bouche, ça m'a fait chier parce que moi j'ai subi de la discrimination sur ces propos-là, et du coup,
je trouve ça un peu insupportable d'entendre ça. Mais de toute façon, on a entendu des phrases comme ça, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a même Alexandra qui fait ouais, moi je suis étonné que le camp il soit propre, vraiment, il passe le balai, tout est bien organisé, machin. T'as Laurent pour rigoler, il fait ouais, moi je fais même la vaisselle, il fait ouais, ils font tout, il fait ouais, je pense que c'est parce que le fait que vous avez pas de femme, que vous faites tout le ménage, machin. Je crois que ils comprennent pas que faire du ménage, être organisé, tout ça, ce n'est pas une question d'être un homme ou une femme. Je veux dire, je le répète encore une fois, mais je connais des hommes qui sont beaucoup plus organisés que des femmes, et inversement, je connais des femmes qui sont beaucoup plus organisées que des hommes. Ça n'a rien à voir avec le sexe, quoi. C'est vraiment une question d'éducation, de comment on a envie de vivre et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est complètement débile de penser que parce qu'on est un homme, on fait ci, on est une femme, on fait ça. Je veux dire, comme là, dans ma situation où on est étudiant, qu'on soit un homme ou une femme, on n'a pas le choix de faire sa propre vaisselle, de nettoyer sa chambre et tout ça. Je veux dire, on va pas aller toquer à la porte de la fille d'à côté pour lui dire, allez hop, nettoie ma chambre. Enfin, c'est débile, quoi. Enfin bref, il y a des propos comme ça qui sont un peu chiants. Et en fait, ce qui m'embête le plus, en fait, c'est que quand les filles parlent, la production ne met quasiment que des phrases comme ça. Vraiment que des phrases en mode où les hommes sont dégueulasses et tout, et les femmes sont parfaites, sont organisées, sont propres. Et tu te dis, ok, mais du coup, tu dis la production, est-ce que vous pouvez également mettre aussi des choses où les femmes parlent de stratégie, parlent de... Enfin, il y en a eu un peu, mais je veux dire, on a limite plus de phrases sexistes que de phrases autour du jeu en lui-même, quoi. Du coup, je suis assez content que la semaine prochaine, toutes les trucs, oui, on veut que des femmes, après l'unification, on veut que des hommes, machin, là, je suis content que tout ça va un peu s'éclater parce que vraiment entendre que des choses comme ça pendant 1 heure et demie, c'est insupportable. Donc voilà. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité. Alors, l'épreuve d'immunité doivent récupérer des symboles aux profondeurs. Donc, c'est un truc pareil où on est habitué de cette épreuve. En gros, il y a un flotteur et puis il y a une énorme corde qui va jusqu'au fond de l'eau. Et au bout d'une certaine profondeur, il y a des petits trucs qui ressemblent à des raies à récupérer. Et du coup, il faut que je choisisse un ordre et tout pour récupérer les raies et tout. Et du coup, celui qui ramène le dernier, enfin, il y en a 8 en tout, celui qui... Non, bon, il y en a 8 ou 10, je sais plus. Et celui qui ramène tous, forcément a gagné. Et du coup, les jaunes ont énormément dominé le début. Je ne sais plus grâce à qui, c'est pas grâce à Phil qui nageait très très vite et tout. Mais on remarque ensuite que les rouges, grâce à Clémentine d'abord, qui va aller très très vite, va commencer à rattraper le retard contre les jaunes. Théora, pareil, qui est un gars des îles, en plus il est habitué à nager, machin et tout, il va pareil commencer à continuer à reprendre rattraper du retard sur les jaunes. Et ensuite on a Laurent qui malgré qu'il fasse candidat W9, va avoir l'idée de descendre en apnée. Forcément, c'est ce qu'il faut faire, mais de remonter en apnée. Ça veut dire qu'en fait, le ballon, en fait, par exemple, il est là, et quand vous descendez, en fait, ça fait comme ça. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde prend son truc, et en fait, il remonte là. Et du coup, il doit renager tout le parcours. Alors que Laurent, quand il descend, il commence à descendre là, hop, il récupère son truc, et il essaie de remonter comme ça. Ce fait qu'il a beaucoup moins de nage, et il va clairement prendre de l'avance grâce à ça sur son adversaire. Je ne sais pas qui était en face de lui à ce moment-là. Et ensuite, cela va mener à une victoire des rouges qui vont prendre les devants et vont réussir à garder cette avance. Ce qui fait que du coup, ce sont les jaunes qui vont devoir aller au conseil. Les filles vont décider de voter contre Maxime, voilà, parce qu'ils trouvent qu'il n'est pas sincère, ils ont moins d'affinité avec lui, tout ça. Les hommes
eux disent qu'ils vont voter pour Christelle, parce que bah, je sais même plus trop pourquoi ils veulent voter Christelle. On a un petit coup d'Alix qui décide de tacler Clémence en parlant avec Namadia pour dissiper un peu cette alliance féminine qui existe contre les hommes. Donc voilà, il préfère montrer peut-être qu'il y a des tensions avec d'autres personnes chez les femmes afin d'éviter que les hommes pensent que du coup toutes les femmes sont déjà soudées. Ensuite, on a Clémence qui trouve un collier d'immunité, donc voilà. Elle va le dire à Candice, et en fait, elle va demander à Candice est-ce que tu crois que je dois le dire aux autres. Candice lui dit il le dit à personne. C'est la règle de base tu trouves un collier, tu le dis à personne. Voilà. Même pas à Combat et Christelle, parce que, bah voilà, mais c'est une alliance de femmes, rien n'empêche à une femme de trahir une autre. Et du coup, que ça fasse perdre son collier d'immunité. Donc voilà. Clémence va décider du coup de le dire à personne d'autre. Ensuite, on arrive au conseil et on a Maxime qui est éliminé avec 6 voix contre lui sur 8. Il y en a 6 sur lui, une sur Phil et une sur Christelle. Voilà, donc je ne sais plus qui a voté Phil, mais en tout cas, on a Maxime qui a voté Christelle. Et c'est vrai qu'il est très étonné, il ne comprend pas trop pourquoi il est éliminé. Et en fait, c'est un peu dommage pour lui, en fait, c'est que les autres le pensaient, surtout les hommes, le pensaient vraiment stratège du fait qu'il soit très très sociable avec les filles et tout. Et comme il disait, le problème c'est que dans son ancienne aventure, on lui reprochait justement de ne pas être sociable. Et du coup, il a voulu rectifier cette erreur-là en étant plus sociable. Et bah, malheureusement, il n'a pas su faire la balance entre le sociable, la vie dans le jeu et tout. Et du coup, ça a mené à sa perte. Et il va lancer que, voilà, il pensait que les hommes voulaient faire un truc, tous seraient la réunification, machin, comme les femmes ont envie de le faire. Sauf que Claude et Sam vont balancer que pour eux, non, Claude, je sais plus trop ce qu'il dit, mais voilà. Et Sam, lui, va carrément dire que pour lui, c'est complètement idiot. Alors en plus, on a la tête de Combat un moment qui baisse la tête en mode ok. Eux, ils sont totalement pas d'accord avec mon idée de jeu. Moi qui pensais que les hommes allaient juste avoir envie de nous éliminer. Et en fait, Sam va balancer que pour lui, penser comme ça, c'est complètement débile. Voilà, que globalement tout le monde mérite d'être en finale, d'aller loin dans le jeu, qu'il aimerait par la suite affronter d'autres femmes et tout, et pas affronter que des hommes. Comme il dit, c'est le Koh-Lanta des 20 ans, donc tout le monde voilà, mérite sa place, que ce soit homme ou femme. Voilà. Et un truc également, pour terminer, qui m'a beaucoup énervé, c'est que beaucoup de filles n'arrêtent pas de dire on doit prouver qu'on est là, prouver notre valeur, prouver ci, prouver ça. Et honnêtement, ça m'énerve quand on sait que la majorité des derniers Koh-Lanta sont gagnés par des femmes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à prouver quand c'est déjà les femmes qui gagnent tous les Koh-Lanta, tous les derniers Koh-Lanta? Je veux dire, ce serait que des hommes qui gagneraient. Je me dirais oui, pour qu'enfin une femme gagne, voilà, vous vous battez pour ça, mais là, il n'y a pas vraiment de raison de prouver votre valeur, puisque c'est déjà les femmes qui gagnent tout le temps Koh-Lanta. Donc je comprends pas trop cette phrase de on doit prouver notre valeur, parce que elle le prouve déjà suffisamment comme ça en gagnant les éditions, quoi. Donc voilà, je crois que c'est depuis 2018, je crois depuis 2018 qu'il n'y a pas d'homme qui a gagné. Donc, parce que la saison dernière c'est Maxime qui a gagné, les 4 terres c'est Alexandra. Avant on a eu qui d'autre? On a eu Nawel qui a gagné. Et avant Nawel, je ne sais plus qui c'est qui a eu.
Parce que Maud, elle a gagné avant ou après André, je sais plus. Mais globalement, ça fait quand même pas mal de filles qui ont gagné depuis quelques saisons d'affilée. Et qui fait que ce serait plus logique que ce soit les hommes qui se disent ça que les femmes qui se disent bon, il serait peut-être temps qu'un homme gagne Koh Lanta parce que ça fait au moins 4-5 saisons que les hommes ont rien gagné quoi. Et en plus, c'est quand même assez bizarre d'entendre ça de la bouche d'une ancienne gagnante. T'as déjà gagné, donc t'as déjà prouvé que t'étais très forte, que t'étais légende de Koh Lanta, donc pourquoi balancer des trucs comme ça quand t'es toi-même une des femmes les plus citées comme parmi les meilleures aventurières, que tu as déjà gagné, donc tu as déjà montré que tu avais le potentiel de gagner, en plus après tu as été finaliste, donc quand même deux très très bonnes positions. Et en plus avec le facteur que les femmes gagnent tout depuis quelques années, enfin gagnent les saisons depuis quelques années, je veux dire ces mots-là sont assez bizarres sortant d'une bouche pareille. Enfin honnêtement moi je me suis dit ok, je vois pas ce qu'il y a à prouver en fait. Je veux dire il y a rien à prouver quoi. Que ce soit les hommes, les femmes, chacun fait ce qu'il a envie. Puis réfléchir en termes de sexe, je trouve ça complètement débile. Moi, c'est un truc qui m'énerve. Voilà, parce que c'est complètement idiot de réfléchir comme ça, quoi. Mais bon, après, ça, c'est simplement mon avis. Donc, pour faire un petit bilan de l'épreuve, enfin pas de l'épreuve, de l'épisode, en soi je l'ai trouvé plutôt bon, les épreuves étaient vraiment bien, il y a eu beaucoup de suspense, à part la première épreuve, celle des bannis, il y a eu beaucoup de suspense, parce que vraiment Hugo on s'attendait pas du tout à ce qu'il gagne. La deuxième épreuve, il n'y a pas eu vraiment de suspense entre guillemets. Les jaunes, enfin pas les jaunes, les rouges, non c'est bien, les jaunes ont tout dominé et tout, donc c'est un peu dommage. Les produits étaient par contre pas mal de suspense parce que vraiment les rouges étaient à la ramasse, ils ont réussi à tout rattraper et à gagner. Après le conseil également était très surprenant, le fait que Maxime soit éliminé comme ça m'a surpris honnêtement. Mais après, il y a un peu tout le fait que la production arrête pas de mettre en avant un peu cette guerre des sexes qui est casse-couille, honnêtement. Ça gâche un peu l'épisode pour moi. Et il y a aussi ce problème de suspense. Je veux dire, enfin pas de suspense, mais de boule au ventre, je veux dire, dans un Koh Lanta classique. Quand un aventurier que j'aime bien est au conseil, j'ai toujours la boule au ventre de me dire ce qui a été éliminé, ce qui va pas été éliminé. À chaque fois, je suis pas bien. Même quand il n'y a pas vraiment d'aventurier que j'aime pas, je me dis c'est toujours triste de voir quelqu'un partir comme ça. J'ai toujours la boule au ventre. Et là, au début, j'ai eu un peu ça, et puis je me suis dit ah mais attends, c'est vrai, il y a oh putain. Je me suis dit ah ouais mais c'est vrai, il y a l'île des bannis. Donc en vrai, ça sert à rien d'être d'être stressé. Maxime il va avoir sa chance après. Enfin Maxime ou n'importe qui quoi. Donc du coup je passais d'un petit état de stress en mode bah oui non c'est vrai que de toute façon on le reverra la semaine prochaine, tenter sa chance pour rester dans le jeu. Et c'est un peu le problème de l'île des bannis, c'est que en fait il n'y a pas d'enjeu au conseil quoi. Tu te dis ok quelqu'un il se fait éliminer, il peut retenter sa chance après dans l'île des bannis et ça je trouve que ça casse un peu le rythme de Koh Lanta, parce que ce que j'aime dans Koh Lanta c'est le fait d'avoir la boule au ventre au moment du conseil, de me dire merde est-ce que machin a été éliminé ou pas, oui, non, puis le fait que l'élimination soit définitive, que là le fait qu'elle ne le soit pas, qu'on va revoir le gars la semaine prochaine faire des épreuves, du coup
ça donne pas le même effet. À partir de la réunification, je vais avoir à nouveau ce côté boule au ventre et tout, surtout qu'il y a quasiment que des gros noms. Moi, même si des fois j'ai des choses un peu dures sur certains aventuriers, il y en a quand même beaucoup que j'apprécie énormément, donc je sais qu'à partir de l'unification, je vais souvent pas être bien au moment du conseil. Mais en attendant la réunification, à chaque fois le conseil c'est un peu un pétard mouillé, quoi, parce que euh, il a beau être éliminé, on sait très bien qu'il peut revenir plus tard s'il gère bien ses épreuves. Donc voilà. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de koh. Enfin voilà. Et du coup, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé et tout. Et puis on peut en discuter dans les commentaires. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt. Ciao.